À cet instant, après avoir entendu la proposition de Shoyang-gao, chacun des membres du groupe sembla plongé dans une intense réflexion. En y repensant bien, ils durent admettre qu'ils n'avaient guère d'alternative et finirent par accepter de suivre le plan du chef. Ils se mirent donc en quête d'un village de plus grande taille, avançant avec prudence, conscients que seule la vigilance pouvait leur éviter de mauvaises surprises. Bientôt, l'un des membres désigna un point devant eux en s'écriant qu'il l'avait repéré. Tous ralentirent alors le pas pour observer la situation. Cependant, la haute palissade du village obstruait sérieusement leur champ de vision. Quelqu'un proposa de s'approcher davantage. Mais Shoyang-gao, qui marchait en tête, s'immobilisa brusquement. Grâce à son sens aigu de l'observation, il avertit ses camarades qu'un poste de garde était installé à l'entrée. Étant donné la taille du village, il estima qu'il serait extrêmement imprudent de tenter une attaque frontale par la porte principale. Ils décidèrent donc de chercher un autre accès. C'est à ce moment qu'un des membres visiblement ravi, remarqua une ouverture entre les planches de la palissade, juste assez large pour permettre à une personne de passer. C'est par cette fissure qu'ils pénétrèrent dans le village. Ce qu'ils découvrirent alors fut un groupe d'au moins 20 chaumières, bien plus nombreuses que dans les lieux précédemment attaqués. Pourtant, chose étrange, aucun orc ne semblait se déplacer à l'extérieur. Ils supposèrent alors que les créatures devaient se trouver à l'intérieur des habitations. En se basant sur le nombre de maisons, ils estimèrent qu'il y aurait environ 5 orques par chaumière, une quantité bien au-delà de ce à quoi ils s'attendaient. Après avoir discuté, ils convinrent que la meilleure stratégie serait de prendre chaque maison d'assaut, l'une après l'autre. Cette méthode réduirait les risques d'être repérés et leur permettrait de concentrer leurs efforts pour éliminer les ennemis un par un. Leur premier objectif fut la chaumière la plus proche. Shoyang-gao donna ses instructions à voix basse, précisant qu'au moment où il donnerait le signal, tous devraient se précipiter à l'intérieur. Après avoir fait un geste discret de la main, il fonça dans la maison. Mais à peine eurent-ils franchi le seuil qu'ils restèrent figés, stupéfaits par la scène qui s'offrait à eux. 10 orques se trouvaient à l'intérieur, un nombre bien supérieur à ce qu'ils avaient prévu. Les orques qui étaient en train de se reposer, ouvrirent grand les yeux saisis par la surprise face à cette intrusion soudaine. Ils poussèrent des hurlements féroces, attrapèrent rapidement la hache à leur ceinture et se mirent en position d'attaque. Pourtant, avant même que les orques ne puissent réagir, Shoyang-gao avait déjà pris l'initiative de diriger les opérations. Il ordonna de commencer par la gauche, et ainsi les 5 compagnons unis dans leur action, réussirent à abattre un premier orc. Mais il en restait encore 9. Ces derniers fous de rage, brandirent leur hache dans l'intention de venger leurs camarades tombés au combat. Même si les orques n'étaient pas particulièrement rapides, ce qui rendait leurs attaques relativement faciles à esquiver, leur nombre rendait la situation autrement plus complexe. C'est alors qu'un craquement retentit. L'épaule de Mankey fut frappée de plein fouet par une hache. En voyant son coéquipier blessé, Shoyang-gao ouvrit grand les yeux, emplis de colère. Il hurla qu'ils étaient de vils porcs, avant de se jeter en avant arme en main. Sa lame transperça immédiatement la gorge d'un orc. À ce moment-là, bien qu'ils en aient déjà éliminé 2, il était évident qu'ils ne faisaient pas le poids face aux 8 restants. Quelqu'un pris de panique, cria qu'il ne tiendrait pas à ce rythme et qu'il fallait battre en retraite. Shoyang-gao partageait ce sentiment. Ainsi, tout en continuant à combattre, ils commencèrent à se replier lentement. Ils espéraient pouvoir s'échapper rapidement par la fente qu'ils avaient empruntée pour entrer dans le village et ainsi semer ces colosses. Malheureusement, les événements ne se déroulèrent pas comme prévu. D'autres orques alertés par le tumulte, accoururent de l'extérieur, bloquant ainsi toute possibilité de fuite. Leur nombre venait ainsi de doubler. Désormais, les 5 compagnons devaient affronter 18 orques, c'était quasiment une mission suicidaire. Face à cette marée de créatures hostiles, la sueur froide perlait sur leur front. Ils n'avaient nulle part où fuir, et leur volonté de survivre semblait s'évanouir. Certains complètement désespérés, déclarèrent que tout était fini, l'un d'eux laissa même tomber son arme. Seul Shoyang-gao ne céda pas, il avait l'âme d'un leader. Il encouragea ses compagnons d'une voix forte, leur demandant de reprendre leurs armes, affirmant que tout n'était pas encore perdu. Mais à ce stade, ses camarades n'avaient déjà plus le cœur au combat. Ils savaient que la mort n'était plus qu'à quelques pas. Ils restèrent ainsi figés, paralysés. C'est alors que quelqu'un intrigué remarqua un détail étrange, les orques ne les attaquaient pas. En scrutant leur expression, Shoyang-gao constata avec stupeur que certains affichaient même un sourire en coin. Il fit alors remarquer à ses compagnons que ces créatures se moquaient d'eux, les regardant comme de petites souris terrifiées. Cette remarque plongea le groupe dans un silence pesant. Shoyang-gao leur demanda s'ils n'étaient donc pas révoltés d'être tournés en dérision ainsi, comme des singes dans un zoo. Ces mots ravivèrent soudain leur combativité. Ils se saisirent de nouveau de leurs armes et d'une seule voix, présentèrent leurs excuses à Shoyang-gao affirmant qu'ils combattront à ses côtés jusqu'au dernier souffle. Pendant ce temps, les orques qui riaient encore quelques instants plus tôt, virent leurs visages se crisper. Leur satisfaction s'était muée en agacement, comme s'ils n'appréciaient guère la rébellion de ces petites souris. Constatant cela, Shoyang-gao ordonna à ses compagnons d'attendre son signal pour attaquer tous ensemble un seul orque à la fois. Mais au moment même où il s'apprêtait à donner l'ordre, un son de corps résonna soudain depuis l'autre extrémité du village.
Les orques, en entendant cette alerte, se figèrent, puis s'élancèrent dans la direction du signal, visiblement nerveux. Ce que les compagnons ignoraient, c'est que ce corps ne sonnait qu'en cas d'alerte extrême. Ce bouleversement inopiné leur redonna espoir. Shoyongao saisit immédiatement cette opportunité et exhorta les autres à passer à l'attaque. Regonflés à bloc, ils se jetèrent de nouveau sur les orques. Un orque pris par surprise et trop détendu, fut transpercé par une arme et mourut sur le coup. Le bruit des lames s'entrechoquant, les cris, les éclats de voix, les sons de chair tranchée et d'os perforés emplirent l'air. Après un combat acharné où leur vie ne tenait qu'à un fil, ils parvinrent finalement à vaincre les 8 orques. Un intense soulagement envahit chacun d'eux. Submergés par la joie, ils attribuèrent tous le mérite de cette victoire à Shoyongao, affirmant que sans lui, ils auraient abandonné depuis longtemps. Face à ces louanges, Shoyongao secoua la tête avec modestie. Il déclara que ce n'était pas à lui qu'ils devaient la victoire, mais à leur propre courage retrouvé. Sans cela, ils seraient probablement morts avec eux. Ainsi, après cette brève euphorie, la tension revint peu à peu. Shoyongao s'était empressé d'examiner avec gravité la blessure de Manki. Bien que celui-ci ait assuré qu'il pouvait encore tenir le coup, le sang qui avait déjà trempé son vêtement à l'épaule ne laissait guère de doute sur la gravité de la plaie. Shoyongao lui conseilla alors de bien se reposer, et demanda aux autres de rester cachés provisoirement dans la hutte de chaume. Lui-même s'était préparé à aller inspecter les alentours. Conscient de leur situation critique, il savait qu'il leur fallait absolument trouver une voie d'évasion sûre, et ce dans les plus brefs délais. C'est avec une extrême prudence qu'il commença à explorer le village. Pourtant, à sa grande surprise, le lieu semblait anormalement silencieux. Non seulement aucune silhouette d'orque n'était visible, mais pas même le moindre bruit ne venait troubler ce calme pesant. Ce silence inquiétant lui avait inspiré une profonde angoisse. Alors qu'il se demandait pourquoi il ne croisait aucune créature, une odeur âcre lui agressa soudainement les narines. En suivant cette puanteur, il découvrit stupéfait un spectacle macabre. Devant lui gisaient les cadavres d'au moins 200 orques. Il s'interrogea alors sur l'identité de la personne capable d'une telle prouesse, qui donc possédait une force assez terrifiante pour exterminer toute une garnison d'orques. C'est à cet instant, alors qu'il était encore sous le choc, qu'une silhouette apparut dans son champ de vision. Au-dessus de cette dernière flottait un pseudonyme des plus évocateurs, le Faucheur Noir. Dans le jeu Ange, les mercenaires, comme les guerriers, formaient une classe de combat rapprochée capable de manier diverses armes avec aisance. Leurs compétences étaient d'ailleurs similaires à celles des guerriers. Cependant, pour devenir véritablement puissants, les mercenaires devaient passer par un contrat. Ainsi, la majorité d'entre eux choisissaient de s'associer à des connaissances ou de conclure un pacte avec le roi des mercenaires. Ce dernier, unique classe dans l'univers du jeu, avait la capacité de commander tous les mercenaires liés à lui par un contrat, et leur conférait des bonus conséquents. Il allait de soi que, pour tout mercenaire désireux de progresser, cette opportunité ne pouvait être ignorée. L'homme qui se tenait là, Shoyongao l'avait deviné, ne pouvait être autre que ce fameux roi des mercenaires. À ce moment précis, Ryu, en observant cette apparition soudaine, n'avait pu s'empêcher d'être frappé d'étonnement. Il se demanda si l'individu en face de lui était bien le légendaire Shoyongao. Il ne s'attendait vraiment pas à croiser un tel personnage dans ce village truffé de dangers. Essayant de reprendre son calme, il leva les yeux vers lui. Shoyongao, quant à lui, arborait un sourire et avait légèrement hoché la tête pour le saluer, en l'appelant respectueusement Monsieur le Faucheur Noir. Cette manière de s'adresser à lui avait quelque peu surpris Ryu, qui demanda alors s'il le connaissait. Shoyongao lui répondit avec un sourire encore plus marqué, assurant qu'il était évidemment au courant. Après tout, le nom de Faucheur Noir, premier au classement, était connu de tout le monde dans le jeu. Pendant qu'il parlait, Shoyongao observait discrètement la réaction de Ryu. Ce dernier, utilisant sa capacité de télépathie, perçut les pensées de son interlocuteur. Il avait compris que Shoyongao ne pensait qu'à la chance qu'il avait de rencontrer le meilleur joueur de toute la zone, et se demandait même si une poignée de main soudaine le mettrait mal à l'aise. Ces pensées avaient permis à Ryu de sentir la bienveillance et le respect que Shoyongao éprouvait pour les puissants. Il lui semblait que cet homme n'était pas du genre à intriguer dans l'ombre, et il supposa que c'était sans doute grâce à son intégrité et sa droiture qu'il avait pu devenir roi des mercenaires. Après tout, cette position exigeait non seulement de la puissance, mais aussi de la noblesse de cœur et un esprit de meneur. Même s'il s'agissait de leur toute première rencontre, Ryu avait eu une bonne impression de Shoyongao, et ne l'avait pas jugé malhonnête ou calculateur. Jetant un regard autour de lui, Shoyongao, face aux cadavres d'orques éparpillés partout, demanda si c'était bien Monsieur le Faucheur Noir qui avait éliminé toutes ces créatures. Ryu acquiesça d'un léger hochement de tête. Shoyongao s'exclama alors qu'il était vraiment impressionnant, et qu'un tel exploit était digne de sa place de numéro 1. Après ces mots, il s'inclina profondément avec sincérité, déclarant que c'était grâce à lui, et à l'attention qu'il avait attirée chez les orques, que ses compagnons et lui avaient pu survivre. Ryu, un instant décontenancé, reconnut qu'il ignorait complètement leur présence dans le village. Shoyongao ajouta alors qu'il savait que cela n'avait pas été intentionnel, mais que quoi qu'il en soit, il lui resterait à jamais reconnaissant pour cette aide inespérée.
Comprenant la sincérité de ses remerciements, Ryu finit par déclarer qu'une fois son affaire réglée, Shoyong-gao devait quitter le village avec ses compagnons. Il précisa que tous les orques avaient été éliminés, et qu'il pouvait désormais partir l'esprit tranquille. Shoyong-gao cependant, s'était montré intrigué, il avait voulu savoir comment Ryu avait deviné qu'il n'était pas seul. Ce dernier lui a alors simplement fait signe de regarder derrière lui. Shoyong-gao se retourna, et une expression de surprise s'est immédiatement peinte sur son visage. Ses compagnons jusque-là cachés dans la hutte de chaume, marchaient à présent dans sa direction. Lorsqu'il les vit apparaître, Shoyong-gao leur demanda avec étonnement pourquoi ils étaient sortis, rappelant qu'il leur avait pourtant demandé de bien rester cachés. L'un d'eux répondit avec un sourire malicieux qu'ils avaient simplement eu peur qu'il ne les abandonne. Shoyong-gao s'empressa alors de nier une telle possibilité, affirmant qu'il ne leur tournerait jamais le dos. Ryu, qui les observait attentivement, en profita pour examiner les liens entre Shoyong-gao et ses compagnons. Il conclut très vite qu'il devait s'agir d'une relation de contrat, les 4 autres ayant certainement signé un pacte de mercenariat avec le roi des mercenaires. Naturellement, il percevait aussi clairement ce qu'il ressentait intérieurement, ces mercenaires ne suivaient pas simplement Shoyong-gao pour l'argent, mais parce qu'ils le considéraient sincèrement comme un véritable chef. C'était justement cette capacité à inspirer confiance et loyauté qui faisait de Shoyong-gao un roi des mercenaires digne de ce nom. Alors que les mercenaires s'approchaient pour observer la scène, tous furent frappés de stupeur en découvrant l'identité de l'homme qui se tenait là, il s'agissait du célèbre faucheur noir. L'un d'eux, abasourdi, s'interrogea à voix haute sur la présence d'une telle légende en ce lieu. Ryu répondit d'un ton neutre qu'il était là, bien évidemment, pour chasser. En entendant cette réponse, les mercenaires eurent un petit rire gêné, ils ne lui en voulaient nullement, mais se retrouvaient naturellement tendus face à une figure aussi redoutable. Ryu, feignant la froideur, leur rappela alors qu'il ferait mieux de quitter les lieux rapidement s'ils avaient terminé ce qu'ils étaient venus faire. En réalité, derrière cette attitude distante, Ryu s'inquiétait. Maintenant que tous les orques avaient été éliminés, le mini-boss n'allait pas tarder à apparaître. Il préférait leur éviter des ennuis inutiles, et son avertissement n'était autre qu'un geste bienveillant déguisé. Le groupe de Shoyong-gao comprit immédiatement le message. Ils s'inclinèrent profondément avec reconnaissance, puis se retournèrent pour s'éloigner tranquillement du village. Cependant, alors qu'ils marchaient sans se presser, l'un des mercenaires fronça soudain les sourcils, il demanda sur un ton grave, s'il n'entendait pas un bruit étrange. Shoyong-gao surpris, se mit aussitôt en alerte, il perçut alors de légères mais nettes vibrations venant du sol. Il se demanda de quel type de son il s'agissait et pourquoi il semblait se rapprocher rapidement. Avant même qu'il puisse réagir, le visage de Ryu se durcit. Il les avertit que le mini-boss approchait et leur ordonna de se cacher immédiatement. Lorsque Shoyong-gao comprit que Ryu parlait sérieusement, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Il se demanda pourquoi ce mini-boss surgissait maintenant. Bien que submergé de questions, il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Au loin, une masse imposante s'élançait déjà dans leur direction, c'était un chef orc. Contrairement aux orques ordinaires, celui-ci mesurait plusieurs fois leur taille. Ses muscles bombés semblaient sculptés dans la roche, et dans chacune de ses mains brillait une immense épée dont la longueur dépassait celle d'un homme adulte. Tous les spectateurs restèrent figés, bouche bée face à cette apparition terrifiante. Pourtant dans les yeux de Ryu, un éclat difficile à percevoir trahit une certaine excitation, il s'avéra qu'il attendait précisément l'apparition de cette créature. Pour mener à bien cette mission secondaire et obtenir la rune d'équilibre, il devait impérativement abattre ce type de monstre, et ce, à 4 reprises. Mais la tâche n'était pas aisée. Même à plusieurs, les joueurs avaient bien du mal à venir à bout de ces chefs orques. À cet instant, le monstre découvrant au sol les cadavres de ses semblables, poussa un hurlement de rage assourdissant. Ses yeux écarlates s'écarquillèrent de fureur. L'un des mercenaires tremblants fit remarquer d'une voix peu assurée que la créature semblait réellement en colère. Un autre admit que vu la situation, ils allaient vraiment avoir de gros ennuis. Le chef orc brandissait ses 2 gigantesques épées, dont les lames fendaient l'air en émettant un sifflement aigu. Ses yeux lançaient des éclairs meurtriers alors qu'il scrutait les alentours, visiblement à la recherche du coupable ayant massacré ses semblables. Au bout de quelques instants, son regard s'arrêta sur Shoyong-gao. En quelques foulées puissantes, il se retrouva face à lui. Shoyong-gao, pris de panique, en avait le visage livide, ses jambes semblaient figées comme clouées au sol, incapables de bouger. Il n'eut même pas le temps de réagir que l'une des épées portées par une puissance dévastatrice s'abattait déjà sur lui. Le sol fut aussitôt secoué d'un violent impact. La poussière s'éleva, les éclats de pierre volèrent dans toutes les directions, et les autres mercenaires se mirent à hurler, la voix empreinte de désespoir. Par chance, le pire fut évité. Alors que la lame allait frapper Shoyong-gao, Ryu, vif comme l'éclair, avait réussi à le pousser sur le côté à l'aide du manche de sa faux. Il lui lança d'un ton sec s'il comptait rester planté là à attendre la mort. Shoyong-gao, soulagé, expira profondément le cœur encore battant, avant de remercier Ryu d'un regard chargé d'émotion. Mais ce dernier n'y avait guère prêté attention et lui ordonna aussitôt de se replier s'il ne tenait pas à mourir. À ces mots, Shoyong-gao s'empressa de reculer en trébuchant, se traînant à moitié au sol.
Le chef orc témoin de cette scène esquissa un rictus glacial, mais ce sourire méprisant s'était bien vite effacé. Ryu ayant saisi l'instant opportun, enfonça brutalement le bout de sa faux dans le dessus du pied de la créature. La lame acérée s'enfonça immédiatement dans la peau épaisse de l'orc, projetant une gerbe de sang. Le visage du chef orc se déforma sous l'effet de la douleur, et un cri strident jaillit de sa gorge. Submergé par la souffrance, il se mit à agiter frénétiquement ses épées dans la direction de Ryu, sans toutefois parvenir à l'atteindre. Grâce à son agilité, Ryu esquiva tous les assauts avec une précision chirurgicale. Certes, la vitesse d'attaque de ce monstre était redoutable, mais pas insurmontable. Après tout, peu importait la puissance d'un coup si celui-ci ne touchait jamais sa cible. Profitant de son avantage, Ryu lança une provocation cinglante, déclarant que cette créature ferait mieux d'en finir, car elle n'était pas aussi impressionnante qu'elle en avait l'air. À peine ces mots prononcés, il avait bondi dans les airs, sa faux décrivant une courbe brillante identique à un croissant de lune. Dans un sifflement glaçant, la lame avait tranché la gorge du chef orc, une gerbe de sang verdâtre s'était immédiatement échappée de la plaie. Voyant la tête de l'orc s'incliner, Ryu reconnut là une occasion idéale pour le décapiter. Sans la moindre hésitation, il leva sa faux et tentait de l'enfoncer de nouveau dans le cou du monstre. Hélas, la nuque du chef orc se révéla d'une solidité extrême, rendant la tâche difficile. Les deux tentatives avaient échoué à le trancher net, mais chacune d'elles lui avait arraché un hurlement de douleur. Le monstre, dans un dernier élan de rage, se mit à agiter ses lames dans tous les sens, comme un automate en crise. Voyant qu'il risquait d'être acculé, Ryu prit une décision rapide, il sauta une nouvelle fois, utilisant le corps massif de l'orc comme appui pour frapper avec plus de force. Dans un bruit sourd, la lame avait finalement tranché la tête du chef orc. Son corps, encore en train d'agiter les bras l'instant d'avant, s'effondra comme un jouet à qui l'on aurait ôté les piles. À cet instant, le clair de lune rougeâtre baignait Ryu, lui donnant l'allure d'un véritable dieu de la mort descendu sur Terre pour semer le chaos. Dans le même temps, une série de notifications du système apparut devant ses yeux. Vous avez vaincu le chef orc, gain d'expérience, plus 37,73%, or, plus 4000, or supplémentaire, plus 2000. Un homme qui avait jadis dirigé des centaines de milliers de soldats, un roi parmi les mercenaires, venait à présent d'offrir sa loyauté sans condition. Il avait reconnu que cet homme, un inconnu encore quelques instants auparavant, lui avait offert ce qu'il y avait de plus précieux, un profond respect. À cet instant, Ryu parcourait du regard les notifications qui s'affichaient sans interruption, et un léger sourire se dessina involontairement sur ses lèvres. Il s'était rendu compte qu'abattre un puissant boss en une seule fois s'avérait bien plus efficace que d'éliminer successivement une multitude de petits ennemis. Parmi les objets récupérés, cette grande lame à anneau, bien qu'elle ne soit qu'une arme épique de niveau ordinaire, possédait une puissance d'attaque de base particulièrement élevée, en plus d'augmenter la vitesse d'attaque de son utilisateur à chaque coup porté. D'après les statistiques de l'arme, cela ne faisait aucun doute, c'était une pièce d'équipement de grande qualité. Cependant, Ryu jugeait que si cette arme avait été une faux, elle aurait davantage correspondu à son style de combat. Un tel objet aussi rare ne pouvait se trouver dans les boutiques classiques, et il était convaincu qu'il pourrait en tirer un prix élevé sur le marché de l'échange. Son attention se porta ensuite sur un objet nommé Cœur des Hommes. Pour un aventurier ignorant sa valeur, son apparence aurait pu le faire passer pour un objet inutile, bon à jeter, mais Ryu savait parfaitement qu'il s'agissait d'un composant essentiel pour l'amélioration future de son équipement. Après avoir soigneusement inspecté tout son butin, il se retourna et aperçut Shoyongao entouré de ses compagnons, tous le regardant avec un mélange de stupeur et d'admiration. Après un court moment de sidération, les yeux des aventuriers s'illuminèrent aussitôt d'un éclat empreint de vénération. Ils exprimèrent leur stupéfaction, reconnaissant que Monsieur le Faucheur Noir avait réussi, à lui seul, à vaincre une créature aussi redoutable. Ils pensaient que s'ils s'étaient retrouvés dans une telle situation, ils n'auraient même pas eu le courage de participer au combat. Le respect qu'ils éprouvaient pour un combattant aussi puissant transparaissait avec intensité. Shoyongao, après avoir quelque peu calmé son excitation, s'inclina respectueusement devant Ryu pour le remercier d'avoir éliminé le monstre et sauvé la vie de ses compagnons et la sienne. Lorsqu'on lui demanda s'il avait su à l'avance qu'un tel monstre allait apparaître, Ryu répondit de manière évasive, précisant que dans les autres villages aussi, l'apparition des boss intermédiaires ne survenait qu'après l'extermination complète des orques. Shoyongao, soudainement éclairé, sentit son admiration pour Ryu redoubler. Par la suite, Ryu leur expliqua que si tout était en ordre, il valait mieux partir sans tarder. Shoyongao et son groupe le remercièrent une nouvelle fois avant de s'apprêter à partir. Mais à cet instant, un gémissement retentit derrière eux, ils se retournèrent et virent Mankey s'effondrer à genoux sous le poids de ses blessures. Shoyongao accourut aussitôt inquiet, mais Mankey, désespéré, déclara qu'il n'avait plus la force d'avancer. Il supplia ses compagnons de l'abandonner, de peur de devenir un fardeau pour l'équipe entière. Shoyongao, d'ordinaire si calme et posé, se montra cette fois désemparé, bien qu'il tentât encore de persuader Mankey de ne pas renoncer. Ce dernier cependant, savait pertinemment que dans son état, il ne ferait que ralentir gravement leurs activités de chasse.
Il forçait sa voix déformée par la douleur, mais son ton laissait transparaître une résignation sans appel. Ryu, observant Shoyang-Gao presque au bord de la panique, fut quelque peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que celui qui deviendrait plus tard le roi des mercenaires laisse entrevoir une facette aussi vulnérable. Peut-être parce qu'il songeait à son propre frère, il choisit d'intervenir. Alors que la tension gagnait tout le groupe, Ryu prit l'initiative et proposa son aide. À ces mots, Shoyang-Gao eut l'air de saisir une dernière branche de salut. Ryu s'approcha lentement de Monkey et examina avec attention ses blessures. Celle-ci était effectivement très grave, mais pas irréversible. Il posa doucement la paume de sa main sur la plaie sanglante et béante, tandis que les autres intrigués penchaient la tête pour mieux voir. Une lueur douce et verte émana de sa main. Ce halo imprégné d'une chaleur apaisante semblait chargé d'une force vitale. Puis, une scène incroyable se produisit. Le sang cessa instantanément de couler, et la plaie jusque-là à vif se referma à une vitesse visible à l'œil nu. Les témoins poussèrent tous un cri de surprise, tandis que Monkey fixait son épaule avec des yeux écarquillés, stupéfait de constater que non seulement sa blessure avait disparu, mais que la douleur pourtant insupportable un instant plus tôt, s'était évaporée sans laisser de traces. Shoyang-Gao ébahi, demanda aussitôt quel était ce pouvoir de guérison. Ryu expliqua qu'il s'agissait d'une compétence appelée soin d'urgence, disponible à l'achat en boutique. Quelqu'un réagit aussitôt en se souvenant avoir vu cette compétence en vente pour 20 000 pièces d'or, mais il ne s'attendait pas à un effet aussi impressionnant. En réalité, précisa Ryu, cette compétence ne servait normalement qu'à soigner des blessures légères et à arrêter les saignements. Si elle avait pu réparer une fracture, c'était uniquement grâce à ses 123 points d'intelligence et à l'amplification de 32% conférée par une rune lumineuse. En tant que compétence de type divin, son efficacité avait connu un saut qualitatif sous l'effet du pouvoir des runes. Monkey se leva d'un bond, submergé par l'émotion, et n'avait cessé de s'incliner devant Ryu pour le remercier. Les autres compagnons avaient eux aussi exprimé leur gratitude, à commencer par Shoyang-Gao, dont le regard trahissait un profond respect mêlé de reconnaissance. Tous avaient tenu à remettre à Ryu les objets qu'ils transportaient dans leur inventaire, allant des pierres magiques rouges les plus basiques jusqu'à des équipements échangeables contre de l'or. Bien que Ryu ait poliment décliné leur offre, il avait fini par accepter ces marques de reconnaissance. À ses yeux, ces objets représentaient un gain imprévu certes, mais bien plus important encore était le capital sympathie et les faveurs qu'il venait de gagner auprès du roi des mercenaires. Il se dit que cette relation pourrait dans le futur faire de ce dernier un précieux allié, voire un assistant. Il en avait donc conclu que l'échange était plus que rentable. Après avoir une fois de plus salué le groupe, Ryu les avait quittés. La scène avait alors changé, et l'on retrouvait désormais Juri qui avait passé une longue heure à la lisière de la zone de sécurité. Une fois la 5e manche entamée, Juri s'était souvenu des conseils que Ryu lui avait donnés. Il lui avait expliqué que la mission consistant à éliminer 300 orques était d'une difficulté extrême. Ces créatures n'étaient pas seulement résistantes, elles avaient aussi tendance à se déplacer en meute, ce qui rendait tout combat en solo suicidaire. Ryu lui avait suggéré de chercher alliance avec le Faucheur Noir une fois la fusion des zones effectuée. À défaut de le trouver tout de suite, il lui avait recommandé d'attendre 1 heure avant de bouger. Juri avait suivi ses conseils à la lettre. Et comme il l'avait prédit, la fusion des zones avait eu lieu. Le Faucheur Noir, l'un des 10 représentants désignés de zone, avait alors été convié à un jeu spécial. L'issue du combat n'avait laissé place à aucun doute. Le Faucheur Noir avait fait preuve d'une puissance écrasante, remportant la victoire avec une facilité déconcertante. En voyant cette scène, Juri avait été submergé par des sentiments contradictoires. D'un côté, une admiration sincère devant une telle démonstration de force, de l'autre, une peur instinctive difficile à contenir. Lorsque l'homme au visage noir était descendu lentement de l'arène, Juri avait compris que le moment était idéal pour lui demander de l'aide. Mais alors qu'elle s'apprêtait à rassembler son courage pour lui parler, ses jambes étaient restées figées, comme si elles étaient faites de plomb. Elle avait vu de ses propres yeux comment le Faucheur Noir avait exécuté sans pitié ses adversaires dans ce duel à mort. Cette peur viscérale que tout humain ressent face à un être trop puissant l'avait empêché de faire un pas vers lui. Elle s'était pourtant répété que ce dernier ne l'avait pas attaqué lors de leur première rencontre, ce qui semblait indiquer qu'il n'était pas un tueur assoiffé de sang. Mais au moment où elle avait repris ses esprits, le Faucheur Noir avait déjà disparu de son champ de vision. Juri avait alors contemplé avec inquiétude l'avancement quasi nul de sa mission, une angoisse croissante l'envahissant. À ce rythme-là, elle risquait d'être éliminée avant même d'avoir accompli son objectif. Elle s'en était voulu, comprenant qu'elle ne pouvait plus se permettre d'attendre passivement. Personne ne pouvait garantir que le Faucheur Noir reviendrait au point de départ. Elle avait alors pris une profonde inspiration, serré le poignard entre ses mains, et fait un premier pas vers la zone fréquentée par les orques. La 5e manche du jeu des anges était désormais pleinement lancée, et Juri se devait de croiser à nouveau la route du Faucheur Noir. Elle ne cessait de scruter les environs à la recherche de sa silhouette, tout en gardant une vigilance constante sur son environnement. Après une dizaine de minutes de marche, une palissade en bois était apparue au loin, cela ressemblait à un village rudimentaire. Forte de son expérience, Juri devina qu'il s'agissait probablement d'un lieu habité, donc potentiellement très dangereux.
Elle s'était alors convaincue qu'il valait mieux éviter cet endroit. Tout en poursuivant sa réflexion, elle décida de contourner le village. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'elle croisa l'ennemi qu'elle espérait ne jamais revoir. Un orque qu'elle avait déjà vu dans le jeu, qu'elle avait immédiatement reconnu. Après avoir aperçu cette humaine, l'orque brandit sa hache et fonça droit sur Juri. N'ayant pas d'autre choix, elle entra en état de combat. Elle se jeta aussitôt un sort de renforcement sur elle-même. Sa compétence de bénédiction avait permis d'augmenter de 50% l'ensemble de ses attributs. Elle avait ensuite saisi l'arme spéciale qu'elle avait obtenue lors de sa reconversion. Grâce aux informations transmises par Ryu, elle connaissait à présent les points faibles des orques. La musculature du reste du corps de l'orque était extrêmement rigide, il fallait donc viser le coup pour espérer infliger des dégâts significatifs. Après avoir survécu à la 4e manche éprouvante comme l'enfer, Juri se sentait confiante. Dans un duel en tête-à-tête, elle estimait avoir toutes ses chances. Lorsque la hache de l'orque s'abattit vers son épaule, elle esquiva facilement en constatant que les mouvements de l'adversaire étaient plus lents qu'elle ne l'avait imaginé. Cependant, viser le coup d'une cible en mouvement n'était pas une mince affaire. Elle se rappelait que Ryu l'avait mise en garde, la plupart des combattants paniquaient lorsque leur arme se coinçait, ce qui entraînait souvent leur perte. Juri continuait d'esquiver les coups tout en observant prudemment les ouvertures pour riposter. Son trait visait bien la gorge de l'orque, mais à cause des déplacements incessants de la créature, la lame finit par s'enfoncer dans sa poitrine. Heureusement, elle ne resta pas coincée dans les muscles, comme elle le redoutait. Elle retira rapidement sa fine épée. Sa structure légère et acérée permettait une extraction rapide. L'orque transpercé à la poitrine, se débattit dans une douleur manifeste, agitant son arme de manière frénétique. Mais Juri n'était pas du genre à se laisser toucher par des attaques aussi maladroites et sans technique. Elle poursuivit son offensive avec détermination, ciblant toujours le coup de l'ennemi. Ce ne fut qu'à la 6e tentative qu'elle parvint à percer la gorge de l'orque, lequel porta aussitôt ses mains à sa blessure, laissant s'échapper un flot de sang verdâtre entre ses doigts. Constatant que l'adversaire faiblissait, elle en profita pour enchaîner plusieurs coups supplémentaires. Finalement, la créature s'écroula lourdement sur le sol dans un bruit sourd. Haletante, Juri essuya la sueur de son front. Le combat avait été rude, mais elle était parvenue à éliminer seule cet orque au visage effilé. Un sourire de satisfaction éclaira son visage, mais il disparut aussitôt, un homme venait d'apparaître devant elle. Juri se frotta les yeux à plusieurs reprises, incertaine de ce qu'elle voyait. Était-ce bien le faucheur noir ? Surprise, elle poussa un long soupir de soulagement. L'homme qu'elle cherchait ardemment s'était approché de lui-même. Plus précisément, il venait de passer devant elle. Réalisant qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance une fois de plus, elle s'exclama aussitôt pour l'interpeller. Cette soudaine interjection fit se retourner le faucheur noir, d'un geste empreint d'arrogance, pour demander ce qu'il se passait. Au moment où Juri tenta de répondre, sa gorge sembla se bloquer, comme si quelque chose l'en empêchait. Après un court instant d'hésitation, elle se résolut finalement à déclarer qu'elle souhaitait former une équipe avec lui. Le faucheur noir inclina la tête intrigué, et demanda pourquoi il accepterait de faire équipe avec elle. Juri estima qu'il serait vain de s'engager dans de longues explications et préféra passer à l'action. Elle tendit alors la main, d'où une lueur s'échappa pour atteindre l'esprit de Ryu. Celui-ci feignit la surprise, lui demandant de quoi il s'agissait. Elle expliqua qu'il s'agissait de sa bénédiction, un sortilège augmentant toutes les statistiques de 50% pendant 3 heures. Bien que Ryu connaissait déjà cette compétence, il fit semblant d'inspecter son interface. Juri ajouta que son sort de soutien pouvait s'avérer extrêmement utile pour affronter les monstres. Il comprit alors qu'elle proposait de former un groupe afin qu'il bénéficie en permanence de son bonus. Elle confirma précisant qu'en réalité, elle espérait surtout qu'il l'aide à combattre les créatures. Ryu se caressa le menton simulant une profonde réflexion. Puis, il posa sur elle un regard froid et trancha qu'il détenait un droit de domination, et qu'il pouvait l'utiliser à tout moment pour en faire son assistante. Juri se troubla, ne s'attendant absolument pas à une telle réaction. Mais Ryu n'avait nullement l'intention de gaspiller ce droit, il s'adressa donc à Juri en lui demandant si elle pouvait garantir qu'elle ne tenterait jamais de le poignarder dans le dos. Juri afficha une expression résolue et affirma qu'elle pouvait évidemment le garantir, ajoutant qu'elle allait lui faire confiance pour cette fois. À ces mots, Ryu tendit la main vers elle tout en se présentant, puisqu'ils allaient faire équipe, il leur fallait au moins apprendre à se connaître un peu. Il expliqua qu'il s'appelait le Faucheur Noir, qu'il était de niveau 32 et que sa classe était celle de faucheuse. Juri un peu prise de court, lui serra rapidement la main en retour, précisant qu'elle s'appelait Juri, qu'elle était au niveau 13 et que sa classe était de type soutien. C'est alors que Ryu, intrigué, lui demanda pourquoi elle avait besoin d'aide alors qu'il venait de voir Juri éliminer un orque plutôt aisément. Juri, visiblement gêné par la remarque, avoua qu'il s'agissait de sa toute première fois à tuer un orque. Elle reconnut que cela avait été particulièrement éprouvant, et précisa qu'elle y avait passé près d'1 heure et demie. Bien qu'elle n'ait tué qu'un seul orque, elle n'osa pas avouer qu'elle avait en réalité perdu ce temps en attendant la venue du Faucheur Noir, et se contenta de se gratter la joue, embarrassée.
Ryu ne poursuivit pas l'interrogatoire. Il estima que le temps pressait et annonça qu'il affaiblirait les orques jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de mourir, laissant à Juri le soin de leur porter le coup final, ce qu'il serait alors comptabilisé en son nom. Sur ces mots, Ryu prit les devants et s'engagea sur le chemin, Juri trottina derrière pour le rattraper. C'est à ce moment-là que Ryu la prévint, il lui dit de ne pas rester derrière, mais de marcher à ses côtés. Si Juri sortait de son champ de vision, il ne pourrait plus la protéger. À cette remarque, Juri s'empressa de se placer juste à côté de lui. Étrangement, elle commença alors à trouver que le faucheur noir n'était pas si effrayant. Après avoir échangé quelques mots avec lui, Juri comprit que l'autre n'était pas aussi froid et insensible qu'elle l'avait imaginé. Non seulement il acceptait de l'aider à combattre les monstres, mais il lui rappelait aussi de se tenir à ses côtés pour sa sécurité, preuve qu'il veillait discrètement sur elle. Juri se félicita intérieurement d'avoir écouté les conseils de Ryu. C'est alors que, surgissant sans prévenir, 3 orques se dressèrent devant eux l'air féroce, avançant d'un pas menaçant dans leur direction. Juri se mit aussitôt sur ses gardes et leva sa fine lame. C'est alors que le faucheur noir leva la main pour lui dire d'attendre un instant, avant d'avancer tranquillement, comme si de rien n'était. En un éclair, il fondit sur les orques. D'un geste fluide, il brandit sa gigantesque faux, une lueur glaciale laissa une traînée dans l'air tandis qu'avant même que les orques ne réagissent, leurs puissantes cuisses furent tranchées nettes comme des blocs de viande. L'arme n'en resta pas là, dans un second éclair, le haut du corps de l'un d'eux fut à son tour sectionné. Finalement, les monstres se retrouvèrent les membres séparés de leur tronc, hurlant de douleur à terre. Une fois l'exécution terminée, Ryu tourna la tête vers Juri, le regard froid, et lui dit qu'elle pouvait désormais les achever.